Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le président de la communauté de communes de la région de Rambervillers, Christophe Lemel. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté la nôtre, bien évidemment. Vous êtes maire de Sainte-Barbe. On parlera un petit peu de votre petite commune dans un instant. Vous n'avez jamais été encarté. Vous vous présentez donc sans étiquette, comme beaucoup de gens, j'ai envie de dire, que je reçois les lundis. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment, vous tournez le dos aux préoccupations politiques majeures. Mais pourquoi n'avoir jamais franchi le pas ? Parce que je n'en ai pas eu besoin, je veux garder ma liberté de penser tout simplement, je veux garder ma liberté d'action et que dans nos missions que nous ont attribuées les électeurs lorsqu'on est un élu rural, on n'a pas besoin d'être étiqueté. Au sein de mon conseil municipal, j'ignore comment votent mes partenaires autour de la table et c'est la même chose d'ailleurs au niveau de la communauté de communes, je ne sais pas ce que vote chaque maire. Certains se sont révélés, mais pas tous. Et donc on n'a pas besoin de ça, pour le coup, dans nos collectivités territoriales pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir des projets. Alors, vous êtes un élu majeur de votre territoire, on va dire ça comme ça, et pourtant on a toqué à votre porte, évidemment, pour essayer de vous faire franchir ce cap-là, notamment le parti Horizon d'Édouard Philippe. C'est quelqu'un, on vous avait reçu il y a 2 ou 3 ans, vous aviez dit clairement que vous suiviez la trajectoire. C'est toujours le cas ? C'est toujours le cas. C'est quelqu'un qui représente le mieux les idées aujourd'hui qui sont les miennes. Quelqu'un qui a une vision pour le pays, une vision qui me paraît être la bonne. On verra les différents candidats qui se déclareront. On est encore loin de la présidentielle. En tous les cas, il y a un référent départemental maintenant, c'est Cédric Axer, le maire de Thaon, qui est venu, j'imagine, vous solliciter aussi. Bien sûr, quelqu'un avec qui je travaille très très bien. Il est vice-président en charge de l'économie à la Com d'Aglo, et donc on coopère très très bien ensemble. Et donc oui, Édouard Philippe, je suis le parcours. Voilà, c'est quelqu'un qui, à mon avis, saura porter les défis de notre pays qui sont gigantesques et qui sont importants. Alors vous l'avez dit, dans un conseil municipal ou dans un conseil communautaire, on n'a pas forcément besoin de connaître l'étiquette des gens, mais pourtant on a besoin des partis, on est bien d'accord là-dessus. Et il faut des gens qui s'engagent. Et on s'aperçoit que dans les communes rurales, notamment dans les Vosges, très peu de gens s'engagent. Pour vous, c'est vraiment cette liberté ou c'est aussi cette volonté de ne froisser personne ? Ce n'est pas une volonté de froisser personne, puisque j'affiche là, bien évidemment, mes idées. Non, je crois que... D'abord, je ne dis pas que jamais j'adhérerai à un parti politique. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, je n'en ai encore pas eu besoin. Évidemment, les partis politiques sont importants dans le paysage national. On va y venir dans un instant, oui. Ils le sont moins au niveau local. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris à la fois le temps et la volonté de vouloir adhérer à un parti politique. Alors on va parler longuement de votre territoire, mais on va de nouveau quand même s'intéresser à la situation politique actuelle dans notre pays. Comment vous la qualifiez, vous, avec ce regard extérieur, forcément ? Alors c'est évidemment compliqué suite à la dissolution. C'est d'abord le choix des Français d'avoir porté à l'Assemblée nationale trois éléments, 3 identités bien différentes, 3 composantes. Et ces 3 composantes viennent chambouler un petit peu ce qu'on avait l'habitude de connaître auparavant avec une bipolarité de la politique française, la droite, la gauche républicaine. Aujourd'hui, 3 composantes, je le disais, 2 extrêmes et puis un centre assez vaste, très large, qui fait qu'aujourd'hui, personne n'a gagné les élections. Personne ne peut revendiquer avoir gagné des élections et qui fait que le gouvernement qui est installé, évidemment, se retrouve à 2 composantes contre une à 3, c'est toujours 2 contre 1. Et c'est ce qui rend compliqué aujourd'hui la conduite des affaires de notre pays. Alors est-ce que cet homme-là, François Bayrou, pour vous, a un avenir à court et moyen terme ? C'est la grande question. Il a passé le premier cap. Maintenant, on va parler de budget. Et c'est là qu'effectivement, sa tête sera peut-être la plus mise à prix. Je lui souhaite, bien sûr, toute réussite dans l'exercice de ses fonctions et de durer le plus longtemps possible. On ne peut pas se permettre une telle instabilité politique. L'économie est en danger, évidemment. Les collectivités le sont aussi également. Et donc, nous ne sommes pas seuls sur Terre. Les autres pays avancent. Et donc, il faut que la France se dote à la fois d'un gouvernement stable et d'un budget pour pouvoir avancer. Donc, je lui souhaite bien sûr pleine réussite. Et j'espère qu'il ne subira pas le même sort que le gouvernement précédent. Alors, dans ce discours de politique générale, on a surtout retenu sa façon de faire sur la réforme des retraites, avec cette forme de conclave qu'il a instituée, 3 mois en gros pour que les partenaires sociaux se réunissent et essayent de trouver des solutions alternatives. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sujet qui va rester très compliqué, mettre tout le monde d'accord autour de ce sujet. On a bien vu que c'était mission impossible. Alors dans l'opinion, il y a quand même une très large majorité, encore aujourd'hui, de Français qui refusent cette réforme et qui voudraient revenir à 62 ans. Ça, c'est évident. Bien sûr. Encore faut-il le pouvoir. L'équation, elle était simple sur les retraites. Soit on allonge la durée de cotisation, soit on augmente le temps
de cotisation, ou soit on réduit évidemment les retraites. Et donc, je ne sais pas si on arrivera à trouver une formule qui va mixer tout ça. Il aurait fallu peut-être davantage de liberté ou de capacité à pouvoir adapter ici et là cet objectif des 64 ans. Je crois qu'on a focalisé sur les 64 ans. J'espère qu'il n'a pas rouvert la boîte de Pandore avec des conséquences sociales à venir. Évidemment, c'était le moyen de pouvoir ramener le Parti socialiste autour de la table des négociations pour pouvoir exister. Mais évidemment, ils seront en attente de compromis. Et est-ce que compromis il y a Toute dernière question, vous me tendez la perche là, sur le Parti socialiste. Pour vous, clairement, cette petite séquence là, des 2-3 derniers jours a marqué le désarrimage du Parti socialiste par rapport au nouveau Front populaire et le fait de reprendre sa liberté par rapport à la France insoumise. Je crois que les socialistes devaient rendre peut-être à la France insoumise certains postes qui leur ont été attribués au niveau du Parlement, et c'est la raison pour laquelle ils s'étaient associés à la France insoumise sur la précédente vote de défiance au gouvernement. Aujourd'hui, je suis satisfait qu'ils reviennent à la raison. Alors il y a deux lignes quand même. On sent bien qu'il y a quand même la ligne claire de François Hollande et quelques amis qui veulent vraiment se séparer. Et puis Olivier Faure qu'on voit là qui lui, essaye de naviguer un petit peu à vue. Oui. La France insoumise... Je suis, moi, quelque part, accablé, outré par le comportement de certains députés de ce parti politique qui, de manière... Je cherche les termes pour être bien précis. Mais de manière ostentatoire, oui, de manière exubérante, font un brouhaha, font une bordélisation, pardonnez-moi le terme, je n'ai pas trouvé mieux, à l'Assemblée nationale. Je crois qu'un député, comme n'importe quel élu local, du reste, doit être exemplaire. Comment voulez-vous, en organisant un tel chahut à l'Assemblée nationale, une telle méthode de discussion qu'aujourd'hui, les Français se respectent les uns les autres? Je crois qu'il est temps de revenir à la raison. Les socialistes ont démontré que c'était un parti de gouvernement et qu'ils n'ont pas grand-chose à voir avec la France insoumise. Donc je me réjouis aujourd'hui qu'ils regardent de l'autre côté et qu'ils ensuite voient l'intérêt du pays avant les intérêts partisans et les intérêts individuels. Allez, on plonge sur votre périmètre d'activité traditionnelle, celle de votre communauté de communes. On va rappeler que ce sont 30 communes, 14 000 habitants peu ou prou, et un très bon tissu économique. On parle évidemment de Héguer, de Frépertuis, de Launois. Et il y a une nouvelle zone de 6 hectares en face de chez Héguer, justement, dénommée une EIT, une zone d'écologie industrielle territoriale, qui va naître. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Où est-ce qu'on en est? Alors, on est aujourd'hui propriétaire de l'intégralité du foncier. On en est au stade de la sélection du partenaire qui va commercialiser les différentes parcelles. Donc on avance bien. Effectivement, une écologie industrielle territoriale autour de la filière bois pour y installer des prestataires de services, des clients, des fournisseurs de l'entreprise Héguer. Et donc, combien de salariés potentiels, combien d'entreprises, où est-ce qu'on en est? C'est prématuré aujourd'hui. Vous savez que dans le monde des affaires, dans le monde de l'économie, tant que les choses ne sont pas signées, réalisées, il faut toujours rester discret. On a un certain nombre de demandes. On aura certainement une difficulté, c'est de sélectionner les bonnes entreprises pour demain. Mais en tout donc cas, pour vous, c'est clair, ça va se remplir rapidement. Ça va se remplir relativement rapidement, effectivement. Je suis relativement serein. C'est quoi? C'est une échelle de quoi? 2027, 28, 2030? Les premières installations, j'espère, pour 2027. Et puis, d'ici 2030, effectivement, je pense que la zone sera rapidement remplie. Alors, vous nous aviez parlé, quand vous étiez venu ici même, d'un projet hydrogène électrolyseur. Où est-ce qu'on en est sur ce projet-là, qui était agricole, hein? Oui. Alors, agricole, pas que, en fait. Le fonctionnement de l'hydrogène, c'était effectivement avec de l'énergie photovoltaïque. Donc il fallait coopérer avec un certain nombre d'agriculteurs sur le territoire. Aujourd'hui, on est à la recherche d'un partenaire fiable sur notre territoire. Et donc on va lancer un appel à manifestation d'intérêt sur ce sujet. Voilà où on en est. Donc pas beaucoup plus avancé que la dernière fois. Ce sont des sujets complexes qui nécessitent des autorisations administratives, des aides de l'ADEME, etc. Et donc il faut bien sûr s'affilier avec le bon partenaire. Autre action en cours, une étude cofinancée sur le fret. On était allé voir, nous, notamment du côté de chez Héguer, qui est l'entreprise majeure de ce territoire-là. Là encore, où est-ce qu'on en est? Est-ce que d'autres entreprises pourraient s'arrimer justement à ce projet-là? Qui ça peut concerner?
Alors, évidemment, c'est un projet majeur pour désenclaver économiquement notre territoire. C'est une demande forte de l'entreprise Aiguerre. Et d'un point de vue environnemental aussi, bien sûr. D'un point de vue environnemental. Et d'ailleurs, c'est à ce titre-là que cette entreprise demande, bien sûr, la réinstallation de la voie ferrée sur notre territoire. Je veux dire d'abord que c'est inscrit au CPER, donc au contrat plan État-région. Cette étude, elle est aujourd'hui cofinancée par l'État, la région et la communauté de communes de la région d'Ambervillers. Un nombre d'autres entreprises sont pour l'instant en observation, seraient intéressées, je mets ça au conditionnel futur, mais on pourra prendre bien sûr des volumes complémentaires, à la fois sur la Comcom de Bruyères aussi, Vallon des Vosges, et puis comment ces volumes viendront conforter ceux d'Épinal, puisque évidemment l'objectif c'est de pouvoir rejoindre Épinal. Donc on a besoin d'un pilote, d'une entreprise qui y aille et puis que les autres regardent un petit peu avec envie et se disent tiens pourquoi pas nous. En gros c'est ça, on en est là. Exactement. Je suis persuadé aussi que si le projet va à terme, ce que je souhaite de tout cœur, on aura aussi un effet magnétique et on pourra attirer d'autres entreprises aussi qui seraient intéressées par cette infrastructure. L'entreprise va financer l'essentiel de cette histoire-là, a priori. Une partie, reste à savoir combien. C'est l'étude qui va nous le démontrer, une étude à la fois de faisabilité, mais une étude financière également. Est-ce qu'il y a un impact sur la vie de tous les jours, puisque vous avez en projet d'installer une micro-crèche, notamment sur le secteur, puisque si on rassemble un petit peu tous ces projets-là, il va y avoir du monde et donc des nouveaux arrivants, c'est l'objectif. Alors on est le territoire le plus jeune du département, et donc on a un besoin criant en fait, de place en crèche. Notre crèche aujourd'hui est un peu en saturation. Le nombre d'assistantes maternelles n'est probablement pas suffisant, on y travaille aussi. Et donc on crée effectivement une nouvelle micro-crèche qui sera à proximité de la zone d'activité économique et qui permettra en horaire adapté de permettre à celles et ceux qui travaillent de pouvoir déposer leurs enfants à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc c'est un service qu'on souhaite rendre à la population et au monde économique de notre territoire. Ouais, ça s'est fait notamment du côté de Thaon avec la zone Innova 3000. Vous parlez aussi de sécurité au sein de la communauté de communes, avec 23 des 30 communes qui vont être servies par un serveur, de cette répétition, un serveur mutualisé qui va donc enregistrer les images sur tout le territoire. C'est totalement inédit, ça. C'est innovant. On a dû lever un certain nombre d'aspects réglementaires. Le fait d'avoir une collectivité territoriale telle que la nôtre installée en milieu rural et qui veut implanter des caméras de vidéoprotection avec un serveur unique plutôt que d'implanter 22 serveurs dans chaque commune, oui, c'est plutôt innovant. C'est une économie aussi, il faut être clair. Ça rassemble évidemment. Une économie d'échelle à la fois pour les communes, des dépenses bien sûr qui ne sont pas à faire, mais aussi pour celles et ceux qui subventionnent le projet, l'État, la région. Et donc, oui, c'est innovant. Alors, ça a été un parcours compliqué. J'espère, je le crois, que les premières caméras vont être installées courant 2025. Avec un serveur qui sera installé dans votre maison des territoires, le siège de votre Comcom. Exactement, à la maison des territoires. Ça permettra aux forces de l'ordre de pouvoir tracer en fait, un automobiliste et d'être quitte de devoir faire le tour de toutes les communes pour pouvoir répondre effectivement aux interrogations qu'il se pose. Donc voilà, c'est une première et donc on est plutôt fiers. Là aussi, on a été très bien subventionné. L'État nous aide énormément. La région aussi. Mais ça n'a pas toujours été simple. Allez, il nous reste 3 petites minutes, des questions rapides qui demandent des réponses également rapides. Vous aidez aussi le commerce local. On a tous traversé un jour ou l'autre Rambervillers. On s'est aperçu qu'il y avait effectivement des besoins de réhabilitation de tout cela. Ça ne concerne pas seulement Rambervillers, en quelques mots. Tous les commerces locaux du secteur de votre territoire seront concernés? Oui, tout à fait. Alors, on a remis en place avec la région un plan pour accompagner les commerces qui rénovent leur façade. Ça ne concerne pas l'outil productif, mais ça peut concerner également le stock. Voilà, on accompagne aussi les nouveaux commerces par une aide au loyer. Voilà, le commerce est fragile et donc on les accompagne aussi dans leur transition numérique, extrêmement important. Aujourd'hui, le commerce, il n'est plus seulement physique, il doit être aussi digital. Et donc, voilà, on est à côté de nos commerçants, on subventionne le club entreprise en mettant des moyens humains aussi pour le fonctionnement, de telle sorte que dans ce club entreprise, on a un département qui accompagne l'ensemble des commerçants,
avec une convention avec la CCI des Vosges qui nous permet d'avoir un manager de centre-ville pour accompagner le commerce du territoire. Alors tout ça n'est possible que si les élus sont totalement en phase. Vous me voyez arriver évidemment, on connaissait les relations difficiles avec l'ancien maire de Rambervillers. Claude Bourdon est arrivé à la tête de la municipalité. Tout se passe bien aujourd'hui entre le président de la Comcom et sa première vice-présidente au sein de la Comcom qui est également maire. Des relations constructives évidemment. Rambervillers, c'est le bourg-centre du territoire. Ça représente 38% de la population. Rambervillers doit jouer son rôle de locomotive au regard de sa centralité. Et les villages sont rien sans Rambervillers, les 29 communes qui gravitent autour, qui créent cet écosystème, mais Rambervillers n'est rien non plus sans ses villages. On voit bien que tout ça est cohérent et ça fonctionne de manière réciproque. En mathématiques, je crois qu'on appelle ça une bijection. Si j'ai bonne mémoire. Ah ben on aura appris un mot aujourd'hui. Allez, un petit mot sur la mairie de Sainte-Barbe, dont vous êtes donc le premier édile depuis quelques années. Vous êtes village d'avenir, vous allez acquérir une maison et transformer un petit peu ce lieu-là en parking, en espace de vie. C'est aussi ça la ruralité heureuse, comme on l'appelle aujourd'hui. Il faut redonner l'espace de vie et donner envie, en fait. Exactement. Aujourd'hui, la mairie n'a pas de parking et donc le stationnement est un peu sauvage, anarchique. Les habitants qui habitent à proximité de la mairie un peu moins de 300 habitants à Sainte-Barbe, pour bien situer les choses. Ouais. Et donc, effectivement, ce projet Village d'avenir nous permet d'avoir de l'ingénierie sur ce projet. Il faut racheter un bâtiment qui est en ruine dans le cadre de la reconquête du bâti en milieu rural. Il faut ensuite aller chercher les subventions, les autorisations. Et donc, dans les petits villages ruraux, on n'est pas staffé pour pouvoir monter ce type de projet. Donc là aussi, on est très très bien accompagné. Puis un deuxième projet aussi, c'est l'enfouissement des réseaux secs. On a plusieurs partitions à jouer. On a déjà fait plusieurs rues. Là, on fera en 2025 aussi 2 nouvelles rues. Alors, 2025, c'est juste avant 2026. Je n'ai pas fait maths sup, mais ça, c'est une évidence. Vous me voyez arriver. Qu'en est-il de vos projets ? Est-ce que vous repasserez devant les électeurs en 2026 comme les maires seront amenés à le faire ? Alors, je ne vais pas faire de langue de bois. J'y réfléchis sérieusement. Si la question m'était posée aujourd'hui, la réponse serait oui. Il nous reste encore quelques mois encore avant l'échéance, mais j'ai envie de mener à terme les projets qui sont lancés. Tous ne seront pas réalisés à l'issue de ce mandat, donc oui, probablement. Si la santé, si les paramètres sont favorables, évidemment, je retournerai devant les urnes pour pouvoir poursuivre mon action. Donc mairie, puis président de la Comcom, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. C'est même d'ailleurs le fait d'être élu conseiller municipal qui fait qu'on peut être élu maire, puis ensuite, donc c'est le premier mandat, c'est celui de conseiller municipal. Merci beaucoup Christophe Flemel d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve nous la semaine prochaine avec un autre entretien politique. Très bonne semaine à toutes et à tous.